Voilà, mais nous reprenons le cours de notre cycle de conférences avec le deuxième intervenant qui est Grégoire Chauvière-Le Drian. Grégoire, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Une présentation très rapide. Donc, vous dirigez actuellement le bureau du groupe Banque européenne d'investissement en France, BEI, ou EIB si on parle en anglais. Vous nous avez dit que vous êtes un Européen convaincu. Nous en sommes également convaincus. Vous avez travaillé auprès des vice-présidents français de la BEI. Vous notez notamment Philippe de Fontaine-Vive et Ambroise Payol, dont vous avez dirigé le cabinet au cours de ces 4 dernières années. Vous avez de nombreuses expériences dans de nombreuses institutions publiques, parapubliques, j'en citerai une, notamment comme adjoint au chef de bureau Europe du Trésor. Vous avez également acquis une expérience d'investissement auprès de l'Agence française de développement, l'AFD, et aussi concrètement sur le terrain, alors au Vietnam. Et aussi comme directeur adjoint du bureau de la DTF. La DTF, c'est devenu Expertise France. Je crois que ça s'est même regroupé avec AFD actuellement. Donc, vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, ancien élève de l'École normale supérieure de Paris-Saclay, titulaire d'un DEA en économie du développement, agrégé en économie, ancien auditeur du cycle des hautes études européennes de l'ENA. Et nous vous passons la parole pour nous parler de la BEI et de son engagement. Effectivement, je ne suis pas passé par les ponts, je ne suis pas ingénieur, mais je suis ravi d'être là. Et je suis ravi de l'opportunité de pouvoir vous présenter une banque un peu particulière et aussi avec un peu de hauteur ce que fait l'Europe. Une banque particulière, pourquoi? Parce qu'elle a une mission première qui est de financer la transition énergétique, de financer la lutte contre le changement climatique. Elle a une qualité, c'est qu'elle ne coûte rien aux contribuables. Et puis, elle a une forme de certaine valeur. Elle a une valeur, c'est-à-dire que son objectif n'est pas de faire du profit. Alors, ça fait quand même 3 choses, une mission assez compliquée, assez intéressante, mais dont au niveau européen, on peut être assez fier, même si, et je suis aussi là pour ça, en tout cas, c'est ce qui me… Alors, ce n'est pas grave du tout pour la présentation, je vais m'en affranchir complètement. Et je suis ravi d'être là pourquoi? Parce que, mis à part, je pense, j'ai entendu Société Générale et Crédit Agricole, je pense que personne ne sait ou personne ne connaît l'existence de cette institution, ou très peu en tout cas. Et en tout cas, c'est ce qui me motive au quotidien parce que c'est une entreprise, c'est une banque qui existe depuis le traité de Rome, donc depuis 1957, qui œuvre en France, dans l'ensemble de l'Europe et même au-delà des frontières européennes depuis plus de 65 ans, qui finance chaque année, en tout cas l'année dernière en France, 10 milliards d'euros de projets, et de projets qu'on va qualifier de projets à impact, ou en tout cas de projets qui ont un intérêt au sens européen, et qui pour autant est à peu près inconnu du grand public. Alors on est confondu soit avec la BPI, qui est la banque publique d'investissement et qui est une banque nationale qui est présente sur l'ensemble du territoire. On est confondu avec la BCE, Banque Centrale Européenne, qui est chargée de la politique monétaire, ce qui n'est pas du tout le cas de la Banque Européenne d'Investissement, qui a une ambition, en tout cas, d'investir dans des projets. On est confondu avec la BERD, Banque Européenne de Reconstruction et de Développement, qui est basée à Londres et qui a un mandat très spécifique, qui avait été créé au début des années 90 pour faire face à la chute de l'Empire soviétique, pour accueillir et intégrer en particulier les anciens pays du bloc soviétique. Non, la BEI, elle a ce rôle particulier, elle a cette spécificité d'avoir un mandat relativement clair, c'est-à-dire d'investir sur des projets qui ont un impact positif, qui répondent à l'ambition européenne avec 4 priorités principales. Les infrastructures, ce qui a été je dirais, l'activité principale de cette institution pendant des années. Le financement des PME, alors qui est particulier parce que beaucoup d'entreprises ou de PME, même de petites ETI en France ont bénéficié de financement de la BEI sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas une banque de détail, on n'est pas une banque de réseau et que pour favoriser le financement des PME,
on va intermédier nos financements, c'est-à-dire qu'on va faire confiance à la Société Générale, au Crédit Agricole, pour mobiliser des financements européens qui vont utiliser pour accroître leur activité sur l'ensemble du territoire. L'idée étant d'avoir cette logique de diversifier le risque, de partager le risque, mais d'orienter le secteur privé vers des priorités de politique publique européenne. Et donc, c'est pour ça qu'on fait confiance à l'ensemble des banques commerciales, notamment en France, qu'elles soient publiques, BPI, j'ai cité tout à l'heure, Banque des Territoires, ou privées. On sert à peu près toutes les banques commerciales françaises, notamment pour le financement des PME. Je reviendrai sur ce point parce qu'on oriente de plus en plus ces lignes de crédit qu'on accorde à ces partenaires vers des priorités définies. Le troisième axe de notre ambition, c'est l'innovation. On considère que si l'on veut garantir la compétitivité européenne de demain, il faut investir auprès des entreprises dans la R&D, dans l'innovation. Un exemple qui est symptomatique ou en tout cas symbolique, mais qui est intéressant à avoir en tête, on a chez nous une grande direction, je ne vais pas dire la plus grande direction parce que j'en viens pas, mais d'ingénieurs qui définissent, qualifient l'ensemble des projets que l'on finance, dans lesquels vous avez des gens qualifiés, des experts, mais aussi des médecins. Et en 2019, avant le Covid, on a un médecin chez nous qui a identifié une entreprise qui avait trouvé une technique intéressante de traitement de cancer qui s'appelait l'ARN messager. Et on a financé cette entreprise allemande qui s'appelle BioNTech bien avant le Covid pour favoriser la R&D et le développement, l'innovation, et ce qui a permis en particulier de trouver un vaccin dans un délai très court face au Covid. Mais on accompagne tout type d'innovation. Il se trouve qu'en France, il y a une dynamique, en tout cas, qui est portée par des entreprises dans la medtech, dans la biotech, dans la fintech. Et la France est le premier pays bénéficiaire de ces financements en faveur de l'innovation, de la R&D, preuve d'une dynamique de marché qui est intéressant. Et puis, le quatrième axe, qui est aujourd'hui notre axe prioritaire et qui fonde de la Banque européenne d'investissement, la Banque européenne du climat, c'est le financement au sens large de la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique, dans lequel je vais intégrer la rénovation thermique des bâtiments, l'assainissement, le financement de la biodiversité, l'adaptation. Bref, on se veut la Banque européenne du climat, la Banque européenne de la transition énergétique, et on se donne pour cela des moyens. Alors, il y a eu une pression je dirais, populaire au sens positif. Il y a eu une pression de nos gouvernants. On a une gouvernance, d'ailleurs, petite parenthèse, qui est 100% publique, puisque notre conseil d'administration, qui se réunit une fois par mois et qui prend les décisions d'investissement, on retrouve au sein de ce conseil d'administration des représentants des ministères des Finances des 27 États membres. Et puis, une fois par an, nous avons notre conseil des gouverneurs qui réunit les ministres des Finances, et ce sont eux qui prennent les décisions stratégiques, les décisions d'investissement sur l'ensemble de l'activité de cette institution. Et je le précise d'ailleurs au passage, je l'ai dit en introduction, ça ne coûte rien aux contribuables, puisque nous levons sur les marchés l'ensemble des financements, des ressources que nous prêtons à nos clients, à nos bénéficiaires. Donc, il n'y a pas de transfert budgétaire des États membres vers la BEI. Au contraire, c'est plutôt une institution vertueuse. On émet 70 milliards d'euros sur les marchés grâce à une notation AAA. Donc, on émet avec un taux relativement compétitif. Et on prête cet argent, les 70 milliards, à nos bénéficiaires, à nos clients, sans marge commerciale, ce qui fait qu'on rétrocède une partie de notre avantage compétitif en termes de taux d'intérêt. Ce qui fait qu'on n'a pas vocation non plus à biaiser le marché, mais on prête plutôt pas cher et plutôt avec des maturités longues. Donc, c'est assez vertueux. Et ce modèle qui ne coûte rien aux contribuables rapporte de l'argent. Chaque année, nous avons un résultat net de l'ordre de 2 à 3 milliards d'euros qui n'est pas redistribué aux États membres, aux actionnaires, mais que nous intégrons aux réserves et qui nous permet d'augmenter progressivement notre activité sans faire appel à des augmentations de capital successives de nos actionnaires. Et ainsi, donc, on a une croissance depuis notre création qui fait qu'aujourd'hui, on est une banque avec 600 milliards d'euros d'actifs sous gestion, ce qui en fait la plus grande banque publique au monde.
bien plus grand que la Banque mondiale. Et pour autant, en termes de notoriété, vous avez deux niveaux complètement déséquilibrés entre la notoriété de la Banque mondiale et celle de la BI. Donc, encore une fois, on peut être fier de cette institution qui a été créée par nos pays fondateurs, les fondateurs de l'Union européenne, pour se doter, à côté d'une ambition politique commune, d'un instrument de financement pour répondre aux objectifs prioritaires de l'Europe. Et donc, je reviens sur le climat, qui est aujourd'hui la priorité numéro 1 de cette institution. Je disais tout à l'heure une pression populaire, exprimée notamment dans le vote des élections européennes en 2019, mais une pression aussi de l'ensemble de nos États membres qui ont poussé la BEI à réorienter sa stratégie, ou en tout cas à accentuer toutes ses capacités vers les investissements à impact positif sur le climat. Et ce qui se passe depuis le 24 février 2022 ne fait qu'accélérer, en tout cas, la nécessité d'accélérer cette transition pour produire plus d'énergie renouvelable. On est aujourd'hui sur l'ensemble quasiment des projets d'investissement de production d'énergie renouvelable pour favoriser une transition bas carbone de nos industries. Donc, on accompagne les entreprises, en particulier les plus émettrices, pour financer leur trajectoire de décarbonation. ArcelorMittal l'année dernière, Safran pour le moteur aéronautique décarboné de demain, Total également pour les orienter vers une production d'énergie renouvelable, ou pour densifier l'exploitation, enfin densifier le maillage territorial des bornes de recharge électrique. On essaye en tout cas de favoriser une industrie bas carbone, une industrie qui est en pleine transition. On a financé récemment Verkor pour le développement de batteries électriques. Demain, les gigafactories européennes, en gardant en tête un nouveau mot dans le vocabulaire européen, qui est le mot de souveraineté, qui n'existait pas il y a encore quelques années, mais qu'on affirme aujourd'hui avec l'idée de se donner les moyens, de se doter de moyens d'assumer notre souveraineté européenne, notamment dans le secteur énergétique, mais pas seulement, le secteur de la santé, le secteur industriel. On essaye aujourd'hui d'être présent sur l'ensemble des chaînes de valeur. Pour asseoir cette ambition, on a proposé à nos États membres une nouvelle orientation stratégique de la BEI qui a été approuvée, il faut le noter, à l'unanimité, malgré la diversité des profils de l'Union européenne et malgré les différents niveaux de maturité en termes de mix énergétique, avec des oppositions très fortes, ne serait-ce qu'entre la France et l'Allemagne, mais aussi entre la Pologne ou l'Espagne. On a changé l'orientation de cette institution en prenant une première mesure très forte en 2019, c'est l'exclusion de notre portefeuille d'investissement de projets mobilisant les énergies fossiles. Alors aujourd'hui, en 2023, ça vous paraît naturel. En 2019, il faut savoir que la BEI avait été la première institution financière à prendre cette décision. Et on a entraîné avec nous, et je suis ravi que ça ait eu un écho positif, d'autres acteurs, qu'ils soient publics ou privés, pour ne plus financer les projets qui mobilisent des énergies fossiles. La deuxième ambition stratégique que l'on a confirmée, c'est de doter l'Europe des moyens financiers d'assurer son ambition. Vous avez eu ce projet européen qui a été porté par la commission d'Ursula von der Leyen, c'était le New Deal, le Green New Deal européen. On s'est doté de moyens, on a réorienté notre activité pour avoir une ambition assez forte, c'est-à-dire qu'on a doublé notre ambition, on est porté à une ambition quantitative de plus de 50% de notre activité dédiée à des projets ayant un impact positif sur le climat, ce qui, avec un effet de levier, puisqu'on ne finance jamais seul un projet, nous amène à s'engager, à mobiliser chaque année 100 milliards d'euros vers des projets à impact positif. Et on retrouve ce chiffre un peu magique, même s'il est un peu éloigné de ce qu'on peut se représenter, de 1000 milliards d'euros d'investissement sur la prochaine décennie. C'est une ambition qu'on avait portée pour nous à 2025. Et en fait, dès 2022, avec le contexte que l'on connaît, avec le contexte géopolitique et donc énergétique et politique actuel en Europe avec la guerre en Ukraine, on a dès 2022 porté cette ambition à plus de 53-54%, ce qui fait qu'on a accéléré notre propre transition pour être à la hauteur des attentes qui sont formulées par l'ensemble des promoteurs et des acteurs économiques.
Et puis, la troisième ambition, et qui n'est pas des moindres, c'est une dimension plus qualitative, c'est-à-dire qu'on a défini que les projets que nous finançons, pris individuellement, ne peuvent pas avoir d'impact négatif sur le climat. C'est-à-dire qu'on ne va pas compenser une activité qui serait fortement émettrice par une autre qui serait vertueuse. Individuellement, chacun des projets que l'on finance ne peut pas avoir d'impact négatif sur le climat, ce qui fait que, au pire, c'est une neutralité, ce qui permet de financer des innovations. Je parlais tout à l'heure de BioNTech, qui est un projet qui est, au départ, en tout cas, une neutralité carbone. On le peut financer au titre de l'innovation, mais on ne peut pas financer des projets à impact négatif sur le climat. Les éléments sensibles, et peut-être je réponds à des premières questions qu'on va pouvoir avoir, c'est ce qu'on a financé pendant des années, ce sont les routes, les aéroports. Aujourd'hui, on ne peut plus les financer. Ou en tout cas, on ne pourra pas les financer si dans l'analyse que l'on fait du projet, puisque la partie spécificité aussi de la BUI, je parlais tout à l'heure des ingénieurs, pourquoi? Parce qu'on va d'abord, comme tout intermédiaire financier, on va analyser la soutenabilité financière du projet que l'on finance. Est-ce que le promoteur ou est-ce que l'acteur l'entreprise que je finance est en capacité de me rembourser? Premier élément. Mais deuxième élément, on va l'intégrer dans son environnement et on va étudier l'ensemble des externalités, qu'elles soient positives ou négatives, du projet. Quel est l'impact du projet en termes de création d'emplois? Quel est son impact sur l'environnement en termes d'impact environnemental? Je sais qu'aujourd'hui, les banques le font. Ce n'était pas forcément le cas il y a 20 ou 30 ans. Et c'est l'ensemble de l'analyse, enfin, avant 30 ans, je suis généreux, mais c'est l'ensemble de ces analyses des externalités qui va définir aujourd'hui pour nous l'éligibilité d'un projet à un financement européen. Encore une fois, ce n'est pas une subvention qu'on accorde, c'est vraiment un investissement. Et donc, on veut se garantir que le projet il est soutenable sous l'ensemble du spectre de cette qualification de soutenable. Ce n'est pas simplement financièrement, c'est économiquement, c'est socialement, c'est environnementalement parlant. Donc, on analyse tous ces éléments-là et c'est à partir de ça qu'on va définir l'éligibilité. Donc, il y a aujourd'hui des projets qu'on ne finance plus et dont on assume qu'on a financé pendant très longtemps le développement, puisqu'on était chargé en particulier de financer tout ce qui était les infrastructures de réseau. Et donc, c'est pour ça qu'à ce titre, on a financé beaucoup d'autoroutes. Aujourd'hui, ce serait très compliqué, sauf s'il y a des externalités positives extrêmement fortes qui permettent de justifier la construction d'une route. Mais aller financer une autoroute alors que vous avez une nationale à côté, on a le cas et on a des pressions politiques pour le faire dans une région de la France que je ne citerai pas. Aujourd'hui, on décline très poliment en disant que ce n'est plus aligné avec notre ambition stratégique. Aller financer un aéroport dans une zone aujourd'hui agricole, alors ça va être un peu compliqué, on ne s'est pas trop prononcé sur ce sujet-là, mais l'aéroport existant en plein milieu d'une ville à l'ouest de la France, on a une position très claire. On ne peut pas financer la part de ce projet qui est liée à une extension et une augmentation du trafic. Mais si vous venez avec un projet soit d'amélioration de l'efficacité énergétique de votre actif existant ou de sécurisation, ce sont des choses que l'on peut financer. Vous me direz, l'argent est fongible. Néanmoins, on monitore les projets qui sont financés avec l'ambition ou les objectifs que l'on a pu se fixer. Alors, je vous dis un petit mot aussi de la construction, qui je pense est important et qui vous interpelle peut-être dans l'activité que l'on peut faire. On ne va pas être un acteur direct du financement de la promotion immobilière. Ça ne rentre pas aujourd'hui dans notre champ d'activité. On ne finance pas en direct Nexity, sauf si demain, ils venaient nous voir sur un projet d'innovation. Ça, c'est des choses que l'on peut regarder. Mais on va accompagner naturellement les collectivités territoriales qui peuvent avoir un projet, enfin, qui ont très souvent des projets de rénovation urbaine. Donc là, à ce titre, on est totalement légitime pour les financer soit en direct avec des ambitions, avec des volumes relativement importants. On va intervenir auprès des collectivités territoriales à partir de 80, 100 millions d'euros sur des programmes d'investissement pluriannuels qui peuvent intégrer plusieurs éléments, soit de manière intermédiaire, je l'évoquais tout à l'heure, en particulier par la Banque des Territoires. La Banque des Territoires est chargée de déployer une partie de la ressource européenne sur l'ensemble du territoire avec une connaissance beaucoup plus fine que ce qu'on peut avoir des investissements et des projets d'investissement des collectivités territoriales. Et on travaille en étroite collaboration avec un petit avantage pour eux actuellement qui est conjoncturel mais qui est notable, c'est que nous, on propose des taux fixes, là où la Banque des Territoires, en particulier sur les ressources en fonds d'épargne, propose un taux variable.
Et donc, la demande en taux fixe, dans le contexte d'incertitude sur les taux actuellement, est extrêmement utile. Donc, on accompagne ce type de projet. On finance aussi beaucoup l'habitat social, le logement social et intermédiaire. Ça, on le fait soit de manière intermédiaire via la Caisse des dépôts, et notamment leur filiale CDC Habitat, que l'on finance de manière importante. Soit on a plus d'1 milliard en cours de projet avec eux, soit en direct. On a pu le faire de manière peut-être plus épisodique sur certaines régions, avec toujours cette ambition de transition énergétique. Alors, on avait une ambition très forte qui était portée même avant la définition de la taxonomie. Je crois, je ne suis pas un expert, vous l'êtes beaucoup plus que moi, je crois que c'est du NZ2B++. La taxonomie a repris cette ambition. D'ailleurs, la taxonomie était presque moins ambitieuse que ce que la BEI portait, parce que je crois qu'on faisait plus 10 ou plus 15%, là où la taxo est revenue à 10%. Mais en tout cas, on s'aligne sur cette ambition extrêmement forte d'une construction d'un habitat à la fois social, mais surtout conforme à ce que l'on souhaite aussi en termes énergétiques. On a financé ainsi aussi des écoquartiers. C'était là quand les collectivités ont porté cette dynamique-là. J'ai en tête ce qu'on a pu faire il y a quelques années du côté de Rouen, quartier Flaubert, si je me souviens bien, qu'on a pu financer. Donc, ça fait partie des choses que l'on peut faire. Il y a une autre réalisation dont je suis fier je suis fier pas personnellement, mais au titre de l'institution, parce qu'au début, on l'a porté sans forcément le soutien des acteurs traditionnels. C'est ce qu'aujourd'hui c'est dans une phase exploratoire qui a des défauts et des avantages, mais qui est intéressante, c'est le tiers financement. On a accompagné dans un certain nombre de régions ce qu'on appelle des STF, des sociétés de tiers financement, qui partaient du principe que il y avait probablement une défaillance de marché, notamment auprès des banques traditionnelles. Alors, ce n'est pas une critique pour la Société Générale ou le Crédit Agricole. Il y en a peut-être d'autres qui sont présents, je ne sais pas, mais qui ne jouaient pas forcément leur jeu ou leur rôle quand, après l'acquisition immobilière, vous reveniez voir votre banquier pour demander une enveloppe supplémentaire pour isoler votre bâtiment par différentes techniques ou changer vos fenêtres. Soit parce que le client était au taquet, aux limites de ses ratios de solvabilité, parce qu'il avait voulu maximiser sa capacité d'endettement pour acquérir son bien, soit parce qu'effectivement, le coût d'instruction d'une enveloppe supplémentaire de 20 000 euros par rapport à un projet plus ambitieux d'acquisition immobilière ne justifiait pas forcément le temps qu'on pouvait y passer. Donc, il y avait une faille de marché, en tout cas, qu'on avait identifiée, et il y a des initiatives qui ont été portées au niveau régional, portées notamment par des sociétés de tiers financement, qui non seulement était un lieu d'information, vous habitez tel logement, vous avez tel niveau de revenu, à quelles aides vous avez besoin. Donc ça, c'est un premier point déjà qui est très important parce qu'il y a une multiplicité des dispositifs qui rend parfois l'offre publique assez peu illisible et qui intégrait l'ensemble de ces aides avec un programme de financement qui intégrait dans la solvabilité des porteurs de projets l'économie future sur la facture énergétique. Ce qui fait que vous augmentiez ainsi votre ratio de solvabilité, l'idée étant derrière d'avoir un reste à charge entre la maturité du prêt et l'économie de la facture énergétique qui soit le plus faible possible. On est parti de manière exploratoire avec les Hauts-de-France, avec la Nord-Pas-de-Calais au départ, et ça a plutôt très bien marché. En tout cas, dans les régions dans lesquelles ça s'est mis en place, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine notamment, on a 2 exemples où ça a tellement bien marché que malheureusement, comme ces sociétés sont rattachées au compte de la région et que c'est consolidé, ça augmente, je dirais, le bilan des régions. Donc, on essaie de trouver un mécanisme, potentiellement, je rentre dans les détails de titrisation, pour pouvoir sortir ça des créances des régions et pouvoir faire plus d'opérations de ce type. Mais les résultats sont probants. Avec le soutien, notamment, on a pu le faire avec CDC Habitat dans un STF, enfin un mécanisme de société tiers financement qui s'appelle Maison et Cité. On avait pu, dans le territoire de Déchy, Artois-Goël, dans le nord de la France, visiter des réalisations qui avaient pu être faites dans le territoire des corons. Vous savez, c'est des maisons qui sont par ailleurs classées. Donc, vous ne pouvez pas faire d'isolation extérieure, il faut faire une isolation intérieure. Et puis, par la même occasion, réaménager les espaces de vie, puisque aujourd'hui, le mode de vie est différent de ce qu'on pouvait avoir il y a encore un siècle, avec des petites pièces. Mais on a pu voir
des maisons non rénovées avec une précarité énergétique des habitants qui revenait de manière aberrante à un système de chauffage au charbon, donc tout ce qu'il ne faut pas, et vivaient avec 13 ou 14 degrés chez eux. Ce système a pu accompagner des personnes qui socialement, ou en tout cas en termes de capacité d'investissement, avaient très peu de possibilités de pouvoir avoir recours à ce type d'outils de financement. On a pu voir des réalisations avec des gens qui effectivement avaient un reste à charge extrêmement faible et qui augmentaient la valeur de leur actif tout en ayant un confort et un bien-être beaucoup plus important. Et une de ces personnes qu'on a pu visiter, puis je terminerai là-dessus parce que je crois que je parle déjà, nous avait dit avec un sourire, c'est une personne âgée qui nous avait dit avec un sourire assez ému, mais à la fois symptomatique de ce que je vous disais tout à l'heure sur la notoriété de ce que et l'image de ce que fait l'Europe, mais aussi les choses positives qu'il faut valoriser. Et il nous avait dit c'est la première fois que l'Europe vient à moi, et je trouvais que c'était assez frappant et assez touchant. Et j'étais content que par ce biais-là, alors c'était une garantie qui avait été accordée à la Société Car Financement, c'est très indirect. Au final, c'est quand même beaucoup CDC Habitat et Maisons et Cités qui avaient travaillé, c'est pas la BUI. Nous, on est avant tout un accélérateur de transformation, on soutient toutes ces dynamiques-là, mais c'est important de savoir qu'il y a des outils européens, qu'il y a une ambition qui est portée au niveau européen, avec parfois des montants stratosphériques dont on a du mal à comprendre comment on peut en bénéficier, même si c'est de manière indirecte, mais on essaye d'accompagner en tout cas une économie qui est plus vertueuse par tous les canaux, je disais l'industrie, la transition, la production énergétique, etc. Il y a des moyens importants, des moyens qui ont été renouvelés. Dans le cadre du conflit ukrainien, la Commission européenne a accéléré ou en tout cas augmenté en mettant en place un nouveau programme qui s'appelle le Repower EU, permettant notamment à la BUI d'augmenter sa capacité d'investissement, en particulier dans la transition énergétique. Voilà, merci. Non, on n'a pas du tout l'impression que tu as parlé trop et désolé pour ce petit problème technique. Ah, mais c'est très bien, en fait, je fais sans présentation, c'est mais elle sera tout à fait disponible si je laisserai